Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Épisode 8 et 9, Tunguska partie 1, Tunguska partie 2, pour les titres français. Pour les titres originaux, c'est toujours Tunguska pour le premier épisode, et pour le deuxième épisode, c'est Terma. Les deux épisodes sont écrits par Chris Carter et Frank Spotnitz. Le premier épisode est réalisé par Kim Manners, et le second par Rob Bowman. Alors, en préambule, je vais avertir les 50 personnes qui vont regarder cette vidéo que ça va y aller sur les définitions dénichées sur Wikipédia pour ce diptyque, plutôt médiocre finalement. Mes recherches sur la végétation en Sibérie m'ont davantage passionné que la mythologie proposée. Alors, Tunguska, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous l'expliquer. C'est un des affluents du grand fleuve sibérien au sein d'une région caractérisée par des collines recouvertes par la taïga. La taïga, c'est le mot russe pour désigner une forêt de conifères bordant la toundra. Et la toundra, ça c'est en fait la steppe de la zone arctique. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une steppe. J'ai un film d'ailleurs en Blu-ray qui s'appelle Le géant de la steppe. Alors la steppe, en fait, c'est une grande plaine couverte d'herbes rases et c'est aussi caractérisé par des associations végétales de mousse et de lichen. Et puis on trouve aussi des bruyères. Mais surtout, Tunguska, ça désigne ce qu'on appelle l'événement de la Tunguska, qui est raconté dans le diptyque et qui se résume à une importante onde sonore qui serait survenue le 30 juin 1908 en Sibérie centrale, dans l'Empire russe. Son énergie fut estimée à 1000 fois celle de la bombe nucléaire Hiroshima 37 ans plus tard. Ça a détruit la forêt sur un rayon de 20 km et ça a fait des dégâts au-delà d'une centaine de kilomètres quand même. Dans le second épisode, le titre original, donc, c'est Terma. Et alors, ça fait référence au Terma, qui est un ensemble d'enseignements bouddhistes cachés au monde. Le créateur de la série, Chris Carter, a estimé que ceci représentait les secrets gardés par le syndicat. Donc là, je cite Wikipédia, on va y aller franchement, parce que vous allez vite comprendre que ce double épisode, me passe au-dessus de la tête avec une force. Donc le générique d'ouverture de l'épisode a vu le slogan habituel de la série, La vérité est ailleurs, qui est remplacé par E pur si muove. Donc c'est de l'italien, et ça signifie « et pourtant elle bouge ». Et pour si muove, et pour si muove, et pour si muove. Et voilà. Alors apparemment, ça serait l'astronome Galilée, contraint par l'inquisition romaine de dénoncer sa croyance en l'héliocentrisme. J'ai pas regardé ce que ça voulait dire l'héliocentrisme, ça commençait déjà à me pomper de l'air. J'ai quand même regardé, donc l'héliocentrisme, c'est une théorie physique qui s'oppose au géocentrisme en plaçant le Soleil plutôt que la Terre au centre de l'univers. Alors évidemment, Galilée, qui est là, il pose avec un petit engin dans sa main. On lit que les scènes du goulag de l'épisode ont été inspirées par les œuvres d'Alexandre Solzhenitsyn, l'archipel du goulag, qui traite du système carcéral et de travail forcé mis en place en Union soviétique, et Une journée d'Ivan Dissinovitch, qui parle aussi des conditions de vie d'un goulag. Alors honnêtement, vu le résultat, je me demande si le père Carter et Frank Spotnitz, ils ont vraiment lu ces bouquins, ou alors ils se sont inspirés des illustrés d'un journal local, parce que franchement, ce double épisode est naze, pas inspiré. Si vous voulez connaître le goulag, eh bien, je vous recommande plutôt de mater In Hell avec Van Damme. Vous allez voir, vous allez moins vous faire chier. Alors, c'est pas un goulag officiel dans ce film qui a déjà été traité avec mon pote Arthur Corras dans le live deuxième partie consacré à Jean-Claude Van Damme. C'est peut-être pas un goulag officiel, mais on est très proche de la réalité. D'ailleurs, vous avez un bonus intéressant qui traite de la question des prisons russes. Alors, j'ai une autre anecdote wikipédiesque, et après, je vous promets, on arrête là. Le tournage de l'épisode est décrit par l'équipe de production comme difficile et particulièrement coûteux. Les scènes du raid contre la cellule terroriste sont filmées en une seule nuit et nécessitent le tournage de 60 plans divisés entre 3 équipes de cadreurs travaillant simultanément. Bon, le résultat, il est franchement médiocre. On est dans ça ressemble à une série télé d'action lambda. Les entrepôts ressemblent aux entrepôts qu'on peut voir sur les plateaux de tournage à Aubervilliers. Donc, moi, ça m'a clairement fait penser à ça. Mais on tente de maquiller le truc, de cacher la misère en ajoutant des fumigènes un peu partout. Ça, c'est le grand truc, ça. C'est foutre du brouillard pour essayer de donner un petit cachet. Alors, des fois, ça fonctionne très très bien. Mais là, il y a tellement de fumigènes dans certains plans que ça en devient ridicule. La fusillade, elle est plutôt plate. On ne traduit pas le stress, pas l'inquiétude. Les tirs échangés n'ont en fait aucune intensité.
on est censé être effrayé, ou en tout cas partager l'attention de l'escouade, il n'en est rien, d'autant plus que c'est très mal la présentation des deux agents là dans cette escouade. On se demande ce qu'ils foutent là. Il y a Scully qui dit à Mulder, Mulder, tu peux me rappeler ce qu'on fout là, parce que vraiment un truc à pas faire dans les scénarios. Bon, après voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc je vais pas vous résumer ce double épisode mythologique, si ce n'est que l'île Noire est remis sur le tapis, ce qui me va, parce que moi j'aime beaucoup hein, l'idée de ce fluide alien qui prend possession des corps humains. On a vu Krycek en baver des ronds de chapeau la dernière fois, donc cette tuile va être inoculée à Mulder dans ce goulag de carnaval, hein, qui est le centre du deuxième épisode. Donc c'est très important dans la mythologie parce que les Russes distillent en fait leur propre huile noire récupérée sur le crash du vaisseau qui avait causé justement le phénomène de la Tunguska. Donc je dis huile noire avariée parce que à cause de la magnétite de la région, les soldats l'inoculent aux cobayes en fait pour créer un vaccin pour contrer le projet de colonisation alien. Donc c'est bâclé au niveau de l'écriture, hein, j'avoue que c'est quand même grâce au résumé de Guigui du Coin Pop ça m'a aidé à recoller les morceaux. Après, je me souviens quand même à l'époque avoir pris du plaisir sur les autres épisodes qui vont suivre, même si j'avais pas tout pigé sur Tunguska. Donc c'est pas grave si jamais vous pigez pas tout, vous n'êtes pas obligé de vous farcir de la documentation à côté, parce que régulièrement dans la série on a tendance à l'oublier, on répète un petit peu les grandes dates. Et d'ailleurs je me souviens très bien que dans la saison 9, alors on en est encore loin, mais pour le grand procès en fait, tout était bien remis à plat. Une fois n'est pas coutume, c'est l'épisode réalisé par Rob Bowman qui est beaucoup plus faible, justement à cause de ce goulag auquel on n'y croit pas du tout. Déjà, les décors sont pauvres, alors vous allez me dire que les cellules sont par essence vides, mais on pourrait quand même jouer sur les textures, les nuances de gris, jouer sur les ombres. Bah, regardez tout simplement ce que fait Ringolam dans In Hell, hein. Il avait mis un espèce de caniveau où glissent les eaux usées. Donc on voit du vomi, on voit de la merde, même la bouffe hein, dans le film de Ringolam a une espèce de consistance, voilà, les mauvaises odeurs sont particulièrement bien retraduites. Ici, dans cet épisode, on voit bien qu'ils ont de la bouffe dégueulasse aussi, mais ça s'arrête à un cafard, quoi. Moi, je trouve que c'est pas suffisant. Visuellement, il y a quand même une idée sympa, c'est l'idée de ces sarcophages grillagés là pour contenir les cobayes, bien attachés. C'est un truc que j'ai pas vu ailleurs, je sais pas d'où ça vient. Malheureusement, ce goulag, vraiment, il les ferait pas pour un sou. Il semble à peine surveillé. Le pompon, c'est évidemment Mulder qui s'échappe avec sa pauvre petite cuillère aiguisée. On le voit couper la file, prendre en otage quelqu'un, il saute dans le camion, il prend la tangente. Death Wish 4 avec Bronson, voyait Paul Kersey prendre l'assaut d'un entrepôt de trafiquants de drogue. Il butait tout le monde et prenait aussi la fuite en 2 plans 3 mouvements. Hey, you! C'était rigolo parce que c'est impossible de prendre ce film au sérieux dans une saga qui avait très vite viré au grotesque dès le second opus. Rappelons que dans le 5e, il dirige un ballon de foot téléguidé chargé d'explosifs pour tuer des méchants. Bon, c'est marrant dans Death Wish, mais là, merde, on est dans X-Files, donc c'est censé être tordu, c'est censé être parano, effrayant. Malheureusement, il en est rien, encore une fois. Je vais pas vous relever tous les problèmes d'écriture, les nombreuses fois où les suspensions d'incrédulité ne fonctionnent pas, comme Mary Mulder, qui déboule au tribunal in fine alors qu'il était en Russie, la bobine d'avant, dans une cabane au fond de nulle part, en plus, pas de papier d'identité, pas de pognon, pas de téléphone, donc franchement, c'est un peu fort du café. Je vais quand même en citer quelques autres. Allez, dans les séquences pas crédibles, le combat de l'homme de main contre Krycek sur le balcon de Skinner alors qu'il est menotté. D'ailleurs, je trouve que enfermer un méchant aussi iconique sur un balcon, je trouve ça naze. Après, il n'y a rien de
particulièrement honteux, mais j'aime bien l'idée visuelle de voir toute cette communauté amputée d'un bras pour éviter les tests, mais franchement, bah, y a les mecs, ils ont un autre bras, donc pourquoi juste un bras? Mulder aussi, qui se cache sous un tapis de feuilles, ça c'était quand même assez rigolo. Après, je ne dirai rien sur la pauvre Marita Covarrubias, qui est jouée par Laurie Holden. Après, Messieurs X, elle fait quand même bien pâle figure. C'est dommage, parce que moi, j'aime beaucoup la comédienne, hein, Laurie Holden. Alors, on tente de l'érotiser, enfin pas l'érotiser, de la glamouriser un petit peu avec son peignoir en soie, alors que Mulder crèche dans le salon. Donc très bonne comédienne qui a été l'égérie de Franck Darabont, notamment par exemple dans Majestic avec Jim Carrey, qui est un film oublié mais très très beau, hein, très touchant, situé en plein McCarthyisme en plus, Majestic. Elle est très bien dans The Mist, on l'a vu dans le premier Silent Hill réalisé par Christophe Gans. Donc elle a toujours une beauté un peu diaphane. Hitchcock l'aurait très certainement engagée. Elle est sensuelle, mais très indépendante, très volontaire. C'est pas pour rien qu'elle fait parfois des rôles où elle a une fonction d'autorité, hein, comme policière dans Silent Hill. Mine de rien, bah en fait, je suis pas sûr qu'Hitchcock l'aurait engagé. John Neville est de retour dans son personnage de l'homme aux mains bien manucurées. Alors, il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hormis qu'on apprend qu'il avait une maîtresse plus jeune que lui. Mais, comme le dit le proverbe, qui a un haras conclut à tour de bras. C'est naze comme du Jason chicandier. Et le reste du temps, je taperai dans l'abricot. Je farcirai du kiwi, ma grande. Ah si, je l'ai pas souvent cité. One Tank to Believ, A Critical Guide to the X-Files, de Robert Sherman, alors qu'il n'est pas traduit, hein, donc je vais vous citer juste quelques tout petits passages. Lui, il aime beaucoup Tunguska, il lui met quand même 4 étoiles, hein, le père Sherman. Il dit « This is great stuff ». Bon, ça, il n'y a pas besoin de traduire. Par contre, Terma, il dit que c'est de la merde. Là, au moins, ça fait l'unanimité. By God, this follow-up episode is awful. Bon, là, je vais quand même traduire au cas où. Hein. Bon Dieu de bois, l'épisode suivant est putain à chier. Voilà. Bref, épisode osef, décidément, mais qu'à cela tienne, hein, on revient aux affaires avec dès l'épisode suivant. À bientôt, ciao.